Merci de nous suivre. C'est l'émission Le Matin qui est en cours. Nous venons de faire un petit clin d'œil à nos chers amis musulmans qui sont en train d'observer un moment de jeûne. Nous les accompagnons bien sûr sur cette émission. Et bien sûr, c'est l'instant causerie avec nos confrères. Déjà sur ce plateau, Kader Achirou, bonjour. Vous êtes Bonjour. Journaliste à Usaïe TV. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Voilà. Et juste en face de vous, Firmin Sossou. Vous êtes également journaliste. Merci d'être venu. Bonjour. Bonjour, cher consoeur. Les confrères avec nous ce matin pour l'instant causerie, Olali, comme vous le dites, et nous allons faire le point du séjour béninois de cette équipe technique du FMI qui, après avoir séjourné et mené ses activités, tire des conclusions plutôt, on va dire, intéressante pour la nation béninoise. Je vous invite d'abord, on va déjà faire le premier tour du plateau, histoire, pourquoi pas, de préparer les téléspectateurs à suivre le point, un extrait du point que le représentant de la délégation du FMI et le ministre donc, ont pu tenir. Histoire de revenir, mais avant, c'est vrai, Firmin, vous n'avez pas besoin de cet élément-là pour déjà, on va dire vos premières appréciations du constat plutôt de cette délégation du FMI. Non, ça nous réjouit au pays lorsque on engage des réformes et qu'une institution internationale reconnue pour cette évaluation atteste que les perspectives économiques en matière de croissance sont bonnes. On n'a qu'à se réjouir. Il faudrait que le gouvernement maintienne le cap afin que nous allions réellement au développement. Ça ne vous a pas échappé aussi, Achirou Kader? Non, je poursuis dans la dynamique de mon confrère de ce que cette conclusion de cette équipe technique du Fonds monétaire international est l'expression de ce que il y a des réformes, je dirais, efficientes qui sont menées par le régime en place et qui sont en train de porter leurs fruits. Et cela s'explique par, je dirais, l'avalanche de réformes, comme je disais tout à l'heure, dans plusieurs secteurs du pays, surtout du pays, notamment, je dirais, le nettoyage au niveau de l'administration publique, les réformes mises en œuvre pour essayer tant soit peu de revoir les choses avec beaucoup plus d'orthodoxie, parce que n'oubliez pas que par le passé, il y avait des prestataires, par exemple, qui n'effectuaient aucune prestation à l'État, mais qui étaient payés. Il y avait des agents fictifs, il y avait beaucoup d'autres choses qui ont été revues par ce régime. Prestations fictives. Et donc, aujourd'hui, je crois que le Bénin est en train de, je dirais, prendre une croissance ascendante et nous pouvons peut-être espérer que cela soit ainsi jusqu'à la fin de ce quinquennat et pourquoi pas après le quinquennat actuel. Et donc, c'est ça saluer et il faut peut-être pas prendre cela mal parce que depuis quelques jours que, je dis lundi dernier où cette conférence de presse a été tenue, nous lisons déjà de partout, de part et d'autre sur les réseaux sociaux et autres que c'était du tourisme que le FMI est venu faire au Bénin et que ces institutions ne vont que là où ça va mal, parti par là. Je crois qu'il ne faut pas voir le mal partout. Je crois que le FMI est une institution assez sérieuse pour se verser dans le folklore, peut-être dans des accointances incestueuses avec les politiques d'un pays. Je crois que ce qui a été dit, c'est ce qui a été constaté par cette équipe technique et il faut saluer cela et encourager le gouvernement à poursuivre pour un élan de développement plus probant. Voilà, ça c'était juste vos premières appréciations, Olali. On va tout simplement aller à l'élément pour permettre aux téléspectateurs d'avoir peut-être des éléments qui vont les permettre de comprendre ce que dit Kader Achirou et aussi ce qu'ajoutera notamment Firmin Sossou. Voici l'extrait donc de ce point de presse tenu par les hommes du FMI, surtout on va dire leurs représentants et le ministre de l'économie et des finances. Nous avons donc regardé un peu l'avancement du programme et je tiens à dire que la performance du programme est très satisfaisante. Tous les indicateurs de performance à la fin du mois de décembre 2018 ont été vérifiés. Et plus que cela, on a eu une très bonne surprise au niveau du déficit public. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, le déficit a terminé à 4% du PIB en 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit beaucoup plus élevé de 4,7%. Tout cela, cette bonne performance au niveau du déficit, est en partie liée à une très bonne mobilisation des recettes du gouvernement. Les revenus et les recettes intérieures ont été particulièrement fortes et on continue de voir au premier trimestre 2019 une bonne situation au niveau des revenus. Un autre aspect de notre mission, c'est la révision de nos perspectives économiques. Et nous avons donc regardé de nouveau les problèmes de croissance
et nous avons révisé à la hausse la croissance économique du Bénin pour 2018 et 2019. Dans les deux cas, la croissance que nous prévoyons, enfin pour 2018 la croissance que nous observons et pour 2019 la croissance que nous prévoyons est de 6,7%. L'un des résultats principaux de notre analyse, c'est que cette forte croissance qu'on observe aujourd'hui va se poursuivre à moyen terme. Et l'un des résultats de notre analyse, c'est que le potentiel de croissance du Bénin à moyen terme est très élevé. Il est très élevé en particulier si on compare aux autres pays d'Afrique subsaharienne et ça place vraiment, je pense, le Bénin dans le peloton de tête des pays dans la région. Nous avons la preuve que la gouvernance économique du pays est bonne. Nous avons surtout la preuve que le Bénin a retrouvé le rang des pays crédibles. Depuis 2016, de façon continue, à chaque fois que nous affichons des prévisions, nous les réalisons et nous faisons encore mieux que ce qui est prévu. En matière de taux de croissance, nous étions partis sur un taux de croissance de 6,0 pour 2018. En octobre, ici, quand nous avons fait la conférence de presse, nous avions annoncé, nous avions noté que le Fonds monétaire a revu à la hausse ce taux de croissance à 6,5. Et là, vous venez d'entendre ce matin que ce taux a été revu encore en hausse à 6,7. C'est la preuve que le Bénin est crédible dans ses prévisions. C'est également la preuve que nous faisons les actions nécessaires pour accélérer le rythme de création de richesses. Et quand vous observez ce qui se passe dans d'autres pays, généralement, les réalisations sont un peu en deçà des prévisions. On a tendance toujours à voir le monde beaucoup plus bleu qu'il ne l'est, mais dans notre cas, nous sommes plutôt très réalistes. Et les résultats que nous affichons et qui sont revus montrent bien que nous sommes en train d'agir avec pragmatisme, rigueur et réalisme. Le déficit pour 2018 s'affiche à 4,0. Il était prévu à 4,7, donc nous avons fait mieux. Je rappelle qu'en 2015, ce déficit était au-delà des 8%, et donc nous avions établi une trajectoire qui est très strictement suivie. Et ces 4,0 de déficit, mieux que prévu, ont été réalisés dans un contexte où nous avons fait des efforts significatifs sur les dépenses sociales prioritaires. Et si nous avons pu le faire, c'est que nous avons fait les efforts pour améliorer nos recettes intérieures. Toutes les actions pour moderniser nos différentes régies, lutter contre la fraude, qu'elle soit douanière ou fiscale, ont porté des fruits, ont permis de faire de meilleures performances. Et de l'autre côté, nous avons poursuivi les actions d'assainissement des finances publiques, mieux gérer les dépenses publiques, de sorte que la conjonction de ces deux nous permet de maintenir un rythme d'investissement tout en ayant des performances en matière de consolidation budgétaire qui sont très intéressantes. Voilà donc pour lancer notre causerie à proprement parler avec le plateau désormais plein, on va le dire ainsi. Ange Banouin, l'un des patrons des rédactions de La Place, nous a rejoint. Ange, bonjour. Bonjour. Bonjour au plateau. Directeur de la rédaction, bien évidemment, du quotidien, l'actualité. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par le premier aspect, c'est l'aspect du déficit qui a commencé, qui finalement s'est réduit de 4,0. On se retrouve aujourd'hui de 4,7 plutôt. On se retrouve aujourd'hui à 4,0. Alors, Kader, la rigueur a finalement par pays. La rigueur a payé, je dirais même que les réformes ont payé. Les réformes, comme vous avez tout à l'heure entendu le ministre de l'économie et des finances, les réformes en essayant de lutter contre la fraude douanière, en essayant de revoir un peu la délinquance fiscale, parce qu'il faut noter que la plupart des gros cylindrés sur le plan économique du pays qui devaient payer des impôts ne payaient pas parce qu'ils avaient cette facilité de pouvoir avoir des accointances incestueuses avec les politiques en se retrouvant soit à l'Assemblée nationale et en marchandant leur soutien au profit ou contre le chef de l'État, contre des faveurs du genre. Donc ils ne payaient pas leurs impôts. Et donc le régime actuel, dans sa dynamique de ne pas vouloir avoir d'amis, de ne pas vouloir être véritablement populiste, a mis un terme à cela. Et donc désormais tout le monde paye ses impôts. Vous avez vu, même ceux qui étaient candidats sur les listes de la mouvance présidentielle se sont mis dans les rangs, ont fait, ont subi, toutes les tracasseries au niveau de la Direction générale des impôts pour obtenir leur quitus fiscal. Nous pouvons dire également qu'on a constaté que désormais sur nos routes, tout ce qui était prévu ou permis par le passé aux différents agents de sécurité des douanes, où il y avait quand même une sorte de récurrence dans le fait d'escroquerie des pauvres citoyens ou du rançonnement ou encore parfois d'une dérobation de certaines ressources publiques. On a constaté qu'aujourd'hui il y a plus d'orthodoxie dans les choses et tout ce qui a un caractère hétérodoxe est mis
sous les boisseaux. Et donc, à contrario, nous avons également, au niveau, par exemple, quand on prenait les frontières, le poste d'Akondi, il y a des postes qui sont installés pour recevoir des plaintes des usagers, comme quoi, parfois, si vous sentez que un agent des douanes veut s'inscrire dans du faux, vous pouvez aller le dénoncer. Si vous sentez que vous voulez être brimé par quelqu'un, je crois que tout cela a concouru au résultat que nous avons aujourd'hui. Et nous pouvons que peut-être saluer cela et encourager le régime à poursuivre dans cette action, à ne pas fléchir, parce que la situation sociopolitique actuelle peut, je dirais, contraindre le pouvoir en place à pouvoir dire, voilà, je dois lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut rester ferme. Et cette fermeté qui est en train de payer ses fruits, et il faut continuer dans cette fermeté pour que véritablement les gens puissent savoir que les ressources de l'État ne doivent pas être perçues comme un patrimoine, parce que ça aussi était de la mise où on a constaté que par le passé, les directeurs de structures étatiques avaient une certaine patrimonialisation des ressources de l'État, c'est-à-dire qu'on gère comme on veut, on donne les marchés à qui on veut, il n'y a aucun respect des normes établies en la matière, et ce qui faisait que de part et d'autre, on voyait des scandales naître de part et d'autre. Depuis l'installation du régime de la rupture, je crois que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore un scandale à l'allure de ce précédent qui est éclaboussé, ne serait-ce une direction des structures étatiques. Le seul qui est sorti par rapport aux questions domaniales, nous avons vu comment la célérité avec laquelle le régime avait à gérer cela. Donc je crois que les choses sont en plein essor et chacun, qu'on soit ministre ou directeur des structures étatiques, on sait qu'il y a des réformes pour, garantir au pays, une bonne santé économique. Donc il faut laisser les choses aller pour le meilleur lendemain. Très bien. Ange Banois, l'assainissement dans le secteur de la douane a finalement aidé à réduire ce déficit. Écoutez, vous savez, le gouvernement, le régime actuel s'est voulu d'avoir comme référentiel le Fonds monétaire international qui, de par ses missions comme celle dont le point a été fait lundi dernier, est de veiller à la bonne marche de l'économie et des pays qui y sont qui y ont souscrit. Et qu'ils vous souviennent, il y a certains pays qui ont fait l'option délibérée de ne pas y souscrire, mais lorsque vous savez que vous avez un référentiel comme le Fonds monétaire international qui, dans une certaine mesure, recadre un peu les actions en termes de politique et de réforme sur le plan économique, c'est un indicateur majeur par rapport à un certain nombre de facteurs et d'éléments qui sont mis en œuvre, comme par exemple les réformes au niveau de la douane et bien également les réformes au niveau, vous savez qu'aujourd'hui on est en train de passer véritablement à la dématérialisation sur plusieurs points, ce qui évite qu'il y ait véritablement de contact homme à homme, ce qui est souvent le nid. Je ne dirais pas des pratiques malencontreuses qui créent véritablement, comme on dit là, qui créent véritablement un manque à gagner pour l'État. Et dans cette dynamique-là, ces réformes, dans une certaine mesure, permettent tout au moins de relancer un peu l'économie nationale, quitte à ce que les différents gaps qui étaient observés soient comblés. Et c'est sur ce point, on peut tout au moins tabler sur ce que ces réformes, pour le moins qu'on puisse dire, s'annoncent dans une certaine perspective. Pour pouvoir redorer en quelque sorte le visage économique du pays, si on s'en tient tout au moins aux chiffres officiels qui ont été fournis par les différentes structures dont on sait que, dont le FMI, dont on connaît en quelque sorte ce qui est de ces exigences en termes de gestion de la chose publique et surtout des réformes économiques en quelque sorte. Voilà. Fimen Sossou, il faut dire quand même que ce n'est pas le seul aspect où le Bénin a eu des surprises agréables en termes de notation, d'appréciation si vous voulez, au-delà du déficit effectivement qui était attendu pour être de 4,7 et finalement qui a été de 4,00 pour ne pas dire que finalement on est passé de 5 environ à 4. Il y a quand même la meilleure nouvelle qui est la croissance économique qui de 6,5 est passé à 6,7. Tout ça, c'est quand même des embellis à ne pas, on va dire, taire. Oui, je crois que c'est le fruit de la bonne gouvernance
que nous observons depuis l'installation du régime du président Patrice Talon, et cela est à saluer. Avant même le FMI, la Banque africaine de développement, la BAD, était aussi là, avait évalué le système en ce qui concerne le premier trimestre 2019 et avait attesté que les perspectives économiques en matière de croissance au Bénin sont vraiment bonnes et qu'il faudrait que le gouvernement maintienne le cap. Je crois que actuellement, ce qui soutient notre croissance économique, c'est véritablement l'amélioration de la productivité au niveau du coton, l'attractivité désormais du port autonome de Cotonou et puis les réformes aussi engagées pour assainir l'environnement. Et outre cela, nous avons l'énergie, la disponibilité de l'énergie qui permet aux artisans de mener à bien leurs activités. Et puis, à côté, nous avons l'économie de notre pays, le grand voisin, le Nigeria, qui, sorti de la récession économique depuis 2017, affiche une croissance aussi bonne, qui est favorable à notre croissance, à nous autres aussi. Donc on profite vraiment de ça parce qu'il faut rappeler que 80% des importations du Bénin sont destinées au Nigeria, même avec l'interdiction des friperies et puis la réexportation du riz aujourd'hui. Le Bénin se défend. Le Bénin a pu trouver toutes les stratégies qu'il faut, toutes les solutions qu'il faut pour pallier à ces déficits qu'on a pu observer dans les années, en tout cas avant l'installation du régime. Donc les solutions sont trouvées. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir. Le gouvernement est en train de tout faire pour que le Bénin affiche une bonne croissance au niveau de l'Afrique et aussi au niveau international. Donc cela est à saluer. Il faudrait que ceux qui, de par leurs activités, contribuent à l'amélioration de notre PIB et maintiennent le cap et savent que c'est en payant ses impôts, en suivant les règles établies par l'État, que l'on peut contribuer véritablement à l'émergence de son pays. Et cela est à saluer. Chacun, de par notre position, nous devons faire ce qui convient d'appeler comme exigence. Et suivre les règles établies en matière de finances. Et je crois qu'avec le temps, d'ici 2021, les performances en ce qui concerne notre économie seront vraiment bonnes. C'est vrai que vous avez parlé de cap, effectivement, que ce soit la BAD ou même le FMI, Ange, les gens ont appelé à maintenir cela, le cap, parce que les indicateurs montrent quand même que si le cap est maintenu, la croissance va être, on va dire, solide, mais surtout de façon durable. Ça va finir par avoir des retombées sur la population. En effet, lorsqu'on parle par exemple de déficit budgétaire, il y a peut-être que en tant que journaliste ou bien citoyen lambda, on cherche à comprendre de quoi est-ce que cela relève, parce que jusque-là nous parlons de déficit budgétaire. Pour faire clair, il s'agit simplement de l'évaluation des dépenses publiques par rapport aux recettes. Et lorsque par exemple vous avez quelqu'un qui gère une structure, qui gère quelle que soit une boîte, même si c'est une maison, et que par rapport aux recettes que vous effectuez, que les dépenses sont d'un niveau donné, c'est que vous risquez forcément de vous retrouver dans des difficultés. Mais cette fois-ci, par rapport au déficit budgétaire, on constate que le taux de déficit est réduit. Donc, en quelque sorte, c'est que les dépenses par rapport aux recettes sont véritablement minimalisées, si on peut pas pour ainsi dire. Et c'est donc en clair, Ange, pour aider effectivement les gens à comprendre, c'est que l'État, forcément, jusqu'ici, dépense plus qu'il n'arrive à mobiliser au niveau intérieur, donc les ressources. Les déficits, c'est notamment l'excédent en comparaison avec ce que nous avons, bien évidemment, l'excédent de ce que nous consommons en comparaison avec ce que nous arrivons à mobiliser, au niveau intérieur, hormis les emprunts et consorts. Donc, au niveau des ressources propres de l'État, ce qui est dépensé par rapport à ce qui est mobilisé. Et quand on analyse un peu sur la base de cet élément-là, et qu'on se rend compte que pour une prévision de 4,7, on est à 4,0, c'est dit donc qu'il y a un effort qui a été fait. Parce que, vous savez, les structures internationales ont ces simulations qui leur permettent déjà d'envisager à quel type de niveau on pourrait, quand on observe par exemple le niveau de développement du pays, les réformes qui sont mises en œuvre et les projets, les programmes qui sont en train d'être exécutés, à quel niveau par exemple on pourrait se retrouver en termes de dépenses.
pas vis-à-vis de la capacité de l'État lui-même. Mais si, par rapport à ce qui est évoqué, on est à 4.0, et mieux au regard de ce que les structures de la sous-région sont en train de prédire, je ne vais pas dire d'observer au regard de ce qui se fait en termes de gestion économique, on pourrait donc s'attendre à ce que l'État puisse véritablement souffler un tant soit peu vis-à-vis de ce qui est engagé en tant que dépense, parce que lorsque par exemple on ne met pas une certaine manœuvre pour contrôler comment s'effectuent les dépenses, c'est là qu'on constate après qu'il y a eu des gaps, qu'il y a eu des dépenses hors normes, et après on constate que l'économie véritablement est sous le coup des dépenses qui, dans une certaine mesure, ne favorisent pas, ne permettent pas au pays de véritablement souffler, de pouvoir atteindre le cap qui est souhaité. Et comme vous l'avez évoqué, le Bénin a je ne dirais pas, suite à cette visite, fait partie des pays de l'UEMOA, est en tête de peloton vis-à-vis des réformes qui sont engagées, quitte à ce que, comme on a souvent coutume de le dire, que les populations puissent ressentir en quelque sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur la gestion, sur la bonne gestion, la bonne gouvernance, comme on a tendance de le dire, et que le tout puisse rejaillir sur l'ensemble en termes de mise en œuvre maintenant des projets structurant des projets de développement. Parce que lorsque vous avez pu certainement avoir à mettre de côté, c'est sûr que vous allez pouvoir répartir cela pour pouvoir concrétiser certaines actions, certains projets de développement, en quelque sorte. Voilà, revenons aux chiffres, aux polémiques autour de ces chiffres-là. Kader, est-ce que ces polémiques ne sont pas fondées? Non, il n'y a aucune fondation de ces polémiques. Vous savez, nos parents du Bénin profond, on ne doit pas leur parler de chiffres, mais de leur faire comprendre en fait que le régime qui est installé actuellement est en train de gérer autrement le Bénin. Gestion autrement du Bénin à travers, je dirais, une gestion axée sur la bonne gouvernance. Et cette gestion axée sur la bonne gouvernance incarne quoi? Cela incarne le fait que désormais, les ressources de l'État ne sont plus dépensées dans l'anarchie. Désormais, on n'a plus, je dirais, une assimilation de la cagnotte nationale à un fonds de commerce ou peut-être, je dirais, à un fonds de campagne, et que désormais, au Bénin, nous avons plus dans nos administrations des gens qui sont des agents fictifs dont vous voyez les noms sur les salaires, sur les fiches de paie, et qui n'existent jamais dans cette structure étatique. Je me rappelle bien de cette confidence que m'a fait un directeur général de structure étatique à l'entame en 2016, où ils ont participé à un colloque où, à l'issue, peut-être au moment où on doit payer les perdièmes, on voit des noms sur la liste, mais qui n'ont jamais pris part à ce colloque. Vous voyez un peu, c'est sûr à quoi le régime actuel... Qui arrive quand même à signer pour prendre après. Et pas ils signent pour prendre après seulement, c'est qu'ils sont parfois même mieux rémunérés que ceux qui ont participé à ces activités-là. C'est ce que le régime actuel est en train de mettre un thème à cela. C'est ça que les parents doivent comprendre. Ce que les parents doivent comprendre également, c'est que le régime installé depuis quelques jours travaille pour le profit de tout le monde. C'est-à-dire que on met en œuvre des réformes avec un caractère fortement social et humain qui visent quand même à améliorer les conditions de vie des populations. Ce ne sont pas des réformes qui sont là, qui sont mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie des politiques. Et donc, souffrons que, quelle que soit, je dirais, l'envergure qu'auront ces réformes, il y en a qui ne bénéficient plus de cela. Et donc, pour la plupart sont des politiques, et donc comprenez qu'ils puissent influencer le cours des choses à travers des actions politiques, je dirais, peut-être est-ce qu'on va parler qui ont une certaine légitimité parce qu'ils sont frustrés, ils sont déçus, mais ils mènent des actions politiques pour vouloir ternir cela. Il faut que les parents comprennent que c'est parce que certains n'ont plus leur intérêt dedans, qu'ils veulent manipuler les chiffres, qu'ils veulent instrumentaliser les résultats ou les conclusions de cette institution internationale, et cela doit nous interpeller tous sur, je dirais, la moralité de nos acteurs politiques. Ça doit nous interpeller également sur la qualité des acteurs politiques que nous avons, et ça doit inviter les populations à penser de manière profonde à une refonte de la classe politique béninoise. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle d'économie, c'est vrai que la plupart des économistes, généralement, rentrent dans les chiffres véritablement. Mais ce discours n'est pas le discours, je dirais, qui est digeste pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui veulent comprendre véritablement dans tout ce que vous dites, qu'est-ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait, et comme je le disais tout à l'heure, c'est que des réformes sont opérées pour revoir les choses autrement. Les douaniers, vous allez les voir aujourd'hui, il y a moins d'agitation
dans la ville de Cotonou de par certains douaniers, comme on connaissait par le passé. C'est la palissade que quand on est d'une certaine, quand on appartient à une certaine corporation, à un niveau donné, voilà ce qu'on fait, on multiplie les maîtresses, on fait des choses. Il y a beaucoup plus de modestie aujourd'hui dans leur train de vie. Les agents des impôts également, on a constaté qu'à ce niveau donné, il y a eu un assainissement qui a été effectué où, je dirais, les négociations de couloir n'existent pratiquement plus. Tout le monde, c'est vrai qu'on dira qu'il y a une peur dans le pays. Cette peur, c'est quoi? C'est la peur selon laquelle on ne peut plus aller dans un service négocier pour sa structure. On ne peut plus parce que je dois payer peut-être 100 000 le mois pour peut-être, je dirais, tel service, ou bien je dois verser tel 100 000 le mois pour l'État, et que parce que j'ai un parent là-bas, je bénéficie de cette grâce, on ne vient jamais m'inquiéter, ou peut-être qu'au lieu de payer les 100 000, chaque fois je vais donner 20 000 francs à celui qui vient le faire. Donc, vous allez voir même au niveau des maisons où quand on vient couper, on doit venir couper le compteur, l'électricité et autres, il y a des gens qui jamais ne payent jamais et attendent que, je dirais, l'argent vienne, on lui glisse un billet et voilà. Et lui aussi, il prend, il repart. Aujourd'hui, dès que tu le fais, tu es pris, tu vas en répondre. Et donc, c'est cette psychose-là qui fait que les gens pensent qu'il y a une terreur. Il n'y a pas de terreur. C'est qu'on veut amener chacun à être dans son couloir. Il ne revient pas à un agent, par exemple, je ne sais pas, d'une structure de la Société Béninoise des Eaux, ou peut-être de la SBE, d'aller, peut-être, on l'envoie en mission, et c'est lui qui décide si la mission doit être effective ou pas. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui que, je dirais, un douanier sur la route se sent tout puissant, se met à l'aise et estime qu'il doit avoir ce qu'on... C'est eux qui amènent même le thème Kélébé là, dont tout le monde utilise sans vraiment comprendre l'essence véritablement. C'est eux qui utilisent cela, tout vautré dans leur fauteuil, voilà, ils envoient les autres aller voir comment ça se passe, fouiller les marchandises. Il n'y a plus en tant que cela aujourd'hui. C'est ça qui fâche. Et il faut que les populations comprennent cela. Et d'ailleurs, elles le vivent pour celles qui voyagent, pour celles qui traversent, je dirais, les contrées du pays. Elles constatent que il y a des routes, des chantiers qui sont lancés de part et d'autre, et cela est dû, comme l'a noté tout à l'heure mon confrère vis-à-vis, c'est qu'il y a eu des réformes au niveau du port-autonome de Cotonou qui ont favorisé certaines choses et qui ont permis l'entrée de certaines ressources qui sont exploitées ailleurs, comme quoi il y a des chantiers, en ce qui concerne les infrastructures qui sont menées de part et d'autre. Vous rentrez à Porto-Novo aujourd'hui, vous êtes natif de Porto-Novo, vous pouvez vous réjouir d'ailleurs de ce que il y a des routes qui sont lancées, et celui qui est en charge de ces chantiers est un fils de Porto-Novo. Et donc, s'il fait bien, il ne fait pas bien, il verra ses frères pour en répondre. Et donc, je crois qu'il y a une injection assez réfléchie qui est effectuée de part et d'autre dans l'ensemble des actions publiques. Et donc, il faut saluer cela, il faut le faire comprendre aux populations. Parce que si nous restons dans les chiffres pour dire aux populations qu'il y a un taux de 6%, 4%, la population brivée à l'écran va nous suivre, certes, mais ne comprendra véritablement pas. Alors que quand le politique viendra prendre le micro pour parler, il dira les populations ont faim. Il faut que les populations comprennent également à propos de ce discours que le chef de l'État n'est pas un imam, ne va pas peut-être préparer chez lui devant son domicile et demander à manger pour venir manger. Le chef de l'État n'est pas une fondation, une ONG, mais en œuvre des réformes, comme on le constate tout à l'heure, qui portent des fruits. Ce sont les fruits qu'on est en train de constater là. D'ici 2 ans, vous avez vu que ces institutions, que ce soit le FMI ou la BAD, demandent à ce qu'on maintienne le cap. Vous allez voir que d'ici 2 ans, on parle de graduation ascendante. Et ceux qui comprennent le français, c'est que ça évolue. C'est en montée en fait. Et donc, d'ici 2 ans, ça va s'améliorer encore davantage. Nous allons quitter ces chiffres-là pour d'autres chiffres. Et donc, peut-être, on verra que les Béninois comprendront davantage, je dirais, cette gestion assez orthodoxe. Mais si nous fondons, je dirais, notre argumentaire, si nous fondons nos choses sur les passions, ou sur ce que, voilà, tel parent qui me donnait telle chose par le passé, il ne me le donne plus, et telle personne, quand elle allait au marché, elle ne l'a plus, il faut comprendre que c'est l'argent... comment je vois pas comment qualifier cela pour ne pas choquer, peut-être pour ne pas écorcher des sensibilités. C'est l'argent mal acquis, voilà, pour être simple, c'est l'argent mal acquis qui circulait de manière abondante. C'est parce que par le passé, il y avait de ces autorités étatiques qui, dès qu'elles reçoivent un groupe de femmes des marchés qui viennent leur dire nous voulons vous saluer parce que nous nous apportons notre soutien politique, on pouvait mettre la main à la cagnotte pour donner, et que les caisses noires étaient véritablement des trésors pour certaines personnes. Tout cela a été revu. Vous avez vu, on ne peut pas parler de cette question d'économie sans parler également des salaires qui ont été revus et qui a suscité je dirais, un tollé à l'entente de ce régime, parce qu'on estimait que voilà, on a gonflé le salaire des ministres, on a fait cela, sans oublier que par le passé, il y avait des ministres où, quel que soit le marché qu'on doit signer, il faut que lui, il ait ses 15% sur ce marché-là. Aujourd'hui, vous le faites dès que le chef de l'État l'apprend et qu'il y a des preuves qui vous accablent, vous êtes viré automatiquement. Aujourd'hui, si vous permettez,
défini. On a revu également le salaire des préfets. Et cela gêne, parce que les gens, sans être préfets pour une fois dans leur vie, ne comprennent pas les charges que cela incombe. Ils ne comprennent pas ce que cela nécessite également. Il y a des fonds de renseignement, il y a des fonds de part et d'autre qui doivent être gérés. Et désormais, on a dit, par rapport à tout cela, on vous met sur un salaire comme ça et vous gérez ça de manière efficiente. Il n'y a plus de caisses noires. Je dis de caisses noires parce que ces caisses noires-là étaient des fonds qui géraient sans rendre compte à qui que ce soit. Et ça leur servait peut-être à alimenter leurs multiples maîtresses, ça leur servait peut-être à des besoins personnels et non au profit de l'intérêt général. Voilà. Firmin Sossou, quand même, les chiffres venant du FMI sont des chiffres sérieux. Le FMI ne peut pas se compromettre dans l'imagination des chiffres. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, au-delà du FMI, quand même, la BAD avait mieux fait en donnant des indications un peu plus élevées que le FMI. Tout ça, l'un mis dans l'autre, et le fait aussi que récemment, le Bénin a pu pour la première fois faire une levée de fonds au niveau européen, donc l'eurobond. Il y a qu'on n'est plus dans l'imaginaire. Les choses sont réelles, nous avons des embellis. Oui, mieux, il faut préciser que pour ceux qui pensent que le Bénin s'endette, ce n'est pas vraiment le cas parce que le rapport de la BAD a précisé que d'ici 2021, le Bénin va essayer de diminuer ces dettes. Donc, il y aura une réduction des taux de dette. Plus précisément en 2020, 1,9% du déficit. Voilà, parce que tout ce qui se fait, c'est investir dans des secteurs clés qui pourront quand même impacter l'économie béninoise. Quand on prend par exemple l'énergie, vous savez le rôle que joue l'énergie dans la productivité. Et vous savez qu'aujourd'hui, les industries, sinon les petites et moyennes entreprises se portent mieux parce qu'il y a la disponibilité de l'énergie. Et quand on prend les filières agricoles, il y a aujourd'hui des impacts notables au niveau de la production du maïs, au niveau de la production de l'ananas, de l'acajou. Et donc, il y a plusieurs filières qui se portent aujourd'hui mieux, et quand on voit les perspectives, on sait que d'ici 2021, cela va rejaillir sur le panier de la ménagère. Et à ce niveau, beaucoup aujourd'hui disent que le panier de la ménagère ne se porte pas mieux et qu'il faudrait quand même que l'État arrive à faire plus de social. Plus de social, je pense que comme cela se faisait par le passé, ça ne garantissait pas le développement durable. Il fallait mener des actions concrètes, et c'est ce que le gouvernement fait. Et d'ici 2021, nous allons sentir l'effet de ce qui se fait au niveau de la croissance économique. Quand on parle de croissance économique, beaucoup de citoyens disent, vous parlez de chiffres, on parle des milliards, mais nous ne ressentons rien en ce qui concerne le panier de la ménagère. Non, je crois qu'avec le temps, avec les réformes engagées et qui touchent les artisans et qui touchent les couches qui travaillent véritablement pour la productivité, on assistera à une amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Et le rapport de la BAD fait mention de ce que au Bénin, les foyers gardés par les femmes, par exemple, se portent mieux que ceux gardés par les hommes. Est-ce que cela voudra dire que les femmes gèrent mieux ou bien produisent mieux que nous les hommes? Il faudrait que nous menions vraiment véritablement des réflexions en ce sens, parce que quand on arrive à dire que les foyers gardés par les femmes se portent mieux que ceux gardés par les hommes, cela prouve vraiment que les femmes gèrent mieux. Et encore, le rapport mentionne que les femmes ont plus de difficultés à avoir accès au financement, alors que les hommes ont accès à des financements. Malgré cela, les foyers gardés par les femmes se portent mieux que ceux gardés par les hommes. Et je crois que chacun à notre niveau, nous devons travailler de façon à être mieux dans notre environnement, à être mieux dans nos foyers, que de penser que c'est l'État qui viendra nous sortir de la pauvreté. Nous devons travailler parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que nous pouvons connaître un développement durable. Et le rapport a mentionné aussi que au niveau de la créativité d'emploi, le gouvernement actuel est en train d'œuvrer vraiment pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes, et que le chômage, il y aura une réduction drastique du taux de chômage. Voilà, Ange aussi, sur, on va dire, les polémiques, c'est vrai qu'on lit ça et là, pas mal de choses par rapport à ces chiffres-là, les gens qui s'en moquent, d'autres pratiquement, qui trouvent de quoi vraiment en rire. Votre réaction? Vous savez, la bataille des chiffres, c'est de bonne guerre. Vous savez, pour ceux qui ne partagent pas forcément le point de vue d'un gouvernement, c'est souvent par des arguments opposés, contradictoires, qu'ils essaient de
relever ou bien de faire remarquer tout au moins ce qui est de leur perception. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi dans le jargon les thèmes officiels. Et quand c'est des structures qui le disent, mieux, quelles que soient vos appréhensions, on essaie quand même de se dire qu'il y a tout au moins quelque chose qui est fait, comparativement à l'appréhension qu'on a sur le plan de vue global de la chose. Et l'autre chose que peut-être les gens ne comprennent pas, et nous sommes ici dans le domaine, nous ne sommes pas dans le domaine microéconomique sur, comment on dit, comme on a coutume de le dire, le panier de la ménagère. Et bien, ce que les gens n'ont peut-être pas relevé, c'est que cette mission a permis également de faire des recommandations au gouvernement, quitte à ce que des efforts soient également entrepris dans la mise en œuvre des réformes qui sont, des projets structurants qui sont en cours, pour pouvoir un peu permettre à ce que, dans une certaine mesure, les populations puissent ressentir un peu ce qui se fait. Comment on dit, l'amélioration, par exemple, de la microfinance sont aussi également des points qui ont été évoqués. Et vous savez, à l'avènement du régime, il y a un stand-by qui a été fait pour pouvoir assainir le secteur avant maintenant de relancer, comme c'est dénommé actuellement, la finance digitale qui est en train d'être opérationnalisée. Et mieux, au-delà de cela, c'est que pour la période 2019-2022, il est annoncé quand même que la situation économique se profile, en tout cas sous de bons auspices, quitte à ce que les gens prennent le rendez-vous pour voir ce qui va se passer, quitte à ce que, dans une certaine mesure aussi, on ne peut pas interdire que les gens fassent une certaine engriffe avant-garde par rapport aux chiffres lorsqu'ils se disent que peut-être qu'ils n'ont pas encore, qu'ils n'observent pas ce qu'ils entendent, mais ils auront certainement le temps de le constater, parce qu'il faut un temps, normalement, pour pouvoir implémenter les réformes. Il faut un temps aussi pour que ces réformes-là puissent rejaillir sur l'ensemble de tout et chacun, en quelque sorte. Très bien. Nous allons passer au second sujet, la sécurité du numérique. La sécurité du numérique, le Bénin qui fait un bond formidable, très très formidable, passer de la plateforme de la cybercriminalité au champion de sécurité numérique en un an, 2017 à 2018. Le Bénin passe de la 148e place à la 80e place. C'est vraiment réconfortant, Kader. Merci. Avant d'opiner sur ce sujet, je crois que j'ai quelques mots sur le sujet sur le précédent. Sur le précédent. Oui. Parce que tout à l'heure, mon confrère vis-à-vis m'inspire beaucoup. Il a parlé des actions sociales et il a fait référence par le passé. Et donc, ceux qui par le passé ont eu à gérer ou sont des partisans, sympathisants du passé, estiment qu'il n'y a pas d'action sociale à connotation forte engagée par le régime actuel. J'aimerais rappeler aux populations que les actions sociales d'un régime ne doivent pas être assimilées ou ne doivent pas être confondues avec des actions politiques où peut-être on organise des meetings, des marches où on y met assez d'argent. J'aimerais également inviter les populations à se départir de la vie politique, parce qu'il y a aussi une chose qui est fondamentale, le développement c'est la chose de tous. Oui. Patrice Talon ne doit pas seul développer le Bénin, c'est tout le monde. Je prends le cas simple de Cotonou. Si nous voulons une ville propre à Cotonou, il faut que chaque citoyen déjà à son niveau puisse savoir que désormais quand il finit peut-être son pure water ou peut-être quand il finit son Sprite ou son Coca, qu'il ne le jette pas dans la rue mais qu'il le garde dans son sac, quitte à ce que quand il trouvera une poubelle, il va le mettre. Il faut qu'on comprenne que c'est une chose de tout le monde et que quand on parle d'économie, si nous voulons que le pays se développe véritablement, il faut que nous essayions un tant soit peu d'être beaucoup plus positifs et de savoir que quelqu'un qui n'est pas en phase avec le régime en place ne nous dira jamais quelque chose de cohérent, quelque chose de concret qui va peut-être nous persuader de ce que le régime peut-être est critique. Et je voudrais rappeler également aux amis opposants que l'opposition c'est pas la radicalisation. L'opposition c'est également la posture de ce que il faut parfois être très objectif. Pour revenir à la question de cybercriminalité, il faut noter que à l'entame de ce régime, il y a eu quand même une lutte, je dirais, sans merci et sans état d'âme contre les cybercriminels. On a constaté que cette lutte a eu quand même à avoir même des répercussions, voire internationales, parce que on a vu comment les gens se sont prononcés au niveau du Togo voisin, où il y a eu beaucoup de problèmes. On estimait que les Bénins sont des gaïmans, de part et d'autre. Et d'aucuns sont allés jusqu'à estimer que pourquoi on devait le faire, parce que cela n'était pas, la lutte était trop, je dirais, rigide à un moment donné. Mais voilà les fruits aujourd'hui. Nous avons des classements qui honorent le Bénin aujourd'hui, cela est à saluer. Je crois qu'il faut poursuivre l'élan, il faut poursuivre dans cette dynamique pour que désormais les jeunes de mon pays puissent savoir que c'est pas à travers la facilité qu'on gagne sa vie, mais au prix de dur labeur, au prix de dures épreuves. Et donc désormais, il ne faut pas habituer les jeunes à savoir que quand vous avez un diplôme et que
vous êtes une véritable calamité intellectuelle et que vous ne pouvez pas vous faire accepter peut-être dans une structure, soit étatique ou privée, que vous allez vous retrouver derrière un écran pour dire que soit vous faites de l'arnaque, soit vous vous faites passer pour un homme, une femme sur Internet pour draguer un homme sur Internet, ou soit peut-être vous estimez que sans avoir même ne serait-ce même une moto, que vous avez peut-être un bateau, que vous faites du commerce, il faut que voilà, il faut qu'on décourage cette imagination assez fertile de certains jeunes pour que véritablement eux aussi puissent rentrer autrement dans le développement du pays à travers peut-être des objets d'art, à travers peut-être la concrétisation d'autres projets. Cette réforme, je dirais, c'est une réforme également, de revoir un peu les choses au niveau des cybercriminels. C'est une réforme, il faut le rappeler, qui n'a pas été très appréciée de part et d'autre parce que ces gens-là utilisent la connexion Internet pour pouvoir mener les activités et on a constaté qu'il y a eu un impact sur les cybercafés parce que pour la plupart du temps, c'est eux qui s'installaient dans les cybercafés et vous voyez un peu l'arrogance dans laquelle ils étaient installés. Et vous, peut-être quand vous êtes journaliste, vous voulez peut-être faire une petite recherche, on vous dit non parce que vous ne voulez pas véritablement faire un travail assez concret, mais que eux, ils travaillent, voilà. Et des gens avaient pris cela comme un véritable job. Donc, c'est vrai que c'est un peu choquant parce que quand on est parent peut-être d'un enfant qui du jour au lendemain nous dit qu'il travaille et qu'on ne sait pas ce qu'il fait et que peut-être il réhabilite dans l'espace de quelques mois la maison familiale et que du jour au lendemain on apprend que parce qu'il est gaillement le gouvernement veut l'arrêter, on se dit mais il n'a rien fait de grave et voilà. Mais le drame aujourd'hui, ce qui a fait que cette lutte était véritablement farouche au Bénin, il faut le rappeler aux populations, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait des procédés rituels qui étaient rentrés en jeu où on avait des jeunes qui, dans leur recherche effrénée et sans état d'âme d'obtention de gains faciles et de l'argent, sont versés dans, je dirais, des sacrifices humains, sont versés dans des rituels qui, je dirais, nécessitaient, je dirais, du sang humain. Et donc, c'est à cela que nous avons constaté que les jeunes domestiques, elles disparaissaient, les enfants à la sortie des classes disparaissaient également, et il fallait que le gouvernement, dans son rôle régalien, dans son rôle de sécurité des personnes et des biens, puisse quand même prendre ses responsabilités, et cela a été pris. Donc, je crois que cette lutte contre les cybercriminels avait pris beaucoup d'aspects en compte. Et voilà donc les résultats. C'est vrai qu'en dehors de ces opérations de pointe visibles et spectaculaires qui ont fait fuir pas mal de jeunes et autres, il y a eu quand même d'autres actions, notamment au niveau technique, la sécurisation même de l'espace virtuel lui-même. Je pense que c'est aussi ça ce qui a impacté le rang. Et il faut le dire, Ange, pas de développement économique aujourd'hui quand on a un espace numérique infecté. Écoutez, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique et à l'ère du tout numérique, il faudrait que l'environnement soit assaini. Et mieux, le Bénin s'est voulu d'être un pôle, sinon une plateforme numérique, sinon économique, sans quoi on n'aurait pas eu la dénomination du ministère de l'économie numérique et de la communication. Et lorsqu'on reste dans cette dynamique-là, où on met en œuvre, par exemple, des startups qui aujourd'hui ont besoin de l'espace, d'un espace sécurisé, viable et viabilisé pour pouvoir véritablement émerger dans le concert des nations, il n'y a pas d'autre mesure que d'abord que d'assainir le secteur du numérique pour qu'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda qui, de par ses activités ou bien de par ses besoins depuis son domicile ou bien de son lieu de travail, prend sa plateforme, son téléphone Android, va sur une plateforme numérique et demande un service qu'il ne cherche pas à réfléchir, qu'il ne doute pas deux fois d'un seul instant. Parce que vous aurez pu constater qu'il fut une époque où même lorsque vous avez par exemple un jeune qui a le temps par exemple d'effectuer des recherches sur Internet, on se pose la question véritablement de savoir est-ce que c'est quelqu'un de sérieux. Alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle dynamique. La dynamique actuelle, c'est que tout est dématérialisé. Tous les services se dématérialisent, que ce soit même dans le secteur public que dans le privé. Et lorsque, par exemple, on est dans cette dynamique-là, c'est qu'il faille véritablement que tout soit assaini pour qu'on sache véritablement que lorsque vous êtes sur ce secteur-là, il y a une police qui est derrière vous qui vous observe. Et vous savez, nous avons aussi des structures qui sont mises en œuvre pour pouvoir veiller, par exemple, à ce que l'espace numérique soit plus ou moins assaini et qu'on sache que les acteurs qui s'y trouvent sont de bonne foi, les acteurs qui s'y trouvent sont de bonne foi. Et vous aurez pu constater qu'en 2017, le Bénin était cité troisième derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, des
des modèles par rapport à la cybercriminalité qu'il ne faudrait certainement pas envier pour un pays qui voudrait par exemple faire de l'économie numérique un secteur pourvoyeur de devises et aussi de développement. Et dans cette dynamique, on ne saurait que reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits, quitte à ce que ça soit amélioré toujours dans le sens positif, ou que les jeunes qui aient envie d'entreprendre dans le secteur numérique et les citoyens qui aient aujourd'hui envie, depuis chez eux, de commander des produits, de commander quel que ce soit article qu'ils veulent, ou bien même lorsque vous allez faire vos opérations numériques au niveau de points de mobile money et consorts, que vous ne vous posez pas des questions de savoir si quelque part il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train peut-être de contrôler de part devant vous votre téléphone portable, ou bien votre, je ne dirais pas votre tablette, ou bien votre portatif, etc., etc. Et dans cette dynamique, on ne peut que souhaiter que la sécurité par rapport à ce domaine-là soit renforcée, et mieux quand il a été rapporté, par exemple, ces faits d'armes, ces faits malheureux par rapport à ces crimes rituels qui ont véritablement fait le tollé et renversé carrément toute la hiérarchie sociale. Et aujourd'hui, on entend quand même on entend de moins en moins ces faits, et on peut se dire que certainement qu'il y a un effort qui est fait pour pouvoir réduire tant soit peu, parce que le risque zéro n'existe pas en termes de sécurité, et on peut tout au moins se targuer de dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, dans la mesure que on entend de moins en moins certaines plaintes. Mais le mais, c'est que peut-être encore au-delà des structures qui sont chargées, par exemple, de veiller sur le secteur numérique, que des efforts également soient faits davantage pour que le citoyen puisse véritablement se sentir en plein pied dans cet univers-là, et que cela soit bénéfique aux jeunes porteurs de projets d'emploi et de création, pourquoi pas de start-up et autres, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y en a. Firmin. Non, je crois que les gens ont l'habitude de dire que l'argent ne circule plus et que les gagnants ne font plus de recettes comme avant. Je crois que ils aidaient aussi à ça, la circulation de l'argent. Vraiment, ils contribuaient à cela, et je crois que ça donnait une mauvaise image de notre pays à l'étranger. Et ce que le gouvernement actuel fait concourt à l'assainissement de l'espace numérique. Et l'une des actions faites par le gouvernement au début de la gouvernance était le vote du code sur le numérique. Cela a contribué véritablement à l'assainissement du secteur. Aujourd'hui, le Bénin est 80e sur le plan mondial et puis 8e sur le plan africain, alors que en 2017, le rapport annuel de l'Union internationale des télécommunications avait mentionné que le Bénin était 148e, je crois, sur 165 pays évalués. Alors qu'aujourd'hui, le nombre de pays évalués est désormais de 175. Donc il y a une augmentation. Mais oui, tous les pays, que ce soit les pays africains ou à l'international, tout le monde œuvre pour l'assainissement et la sécurisation de cet environnement. Malgré cela, le Bénin a pu effectuer des bons. Cela est à saluer et nous devons maintenir le cap. Aujourd'hui, il reste à valoriser davantage le code sur le numérique pour que ceux qui ne maîtrisent pas, ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous autres, soient informés, soient sensibilisés sur ce qui est à faire, ce qu'on ne doit pas faire en termes de l'exploitation de tout ce qui nous est destiné en matière d'opérations en numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui se font, le digital, mobile money, ne serait que cela, ça contribue véritablement à l'économie, c'est-à-dire aux transactions commerciales. Donc je crois que le gouvernement s'est inscrit dans la dynamique d'assainir le secteur du numérique, et cela est véritablement à saluer. Avant l'installation de ce régime, le Bénin était cité comme des pays qui abritent la plateforme tournante. Tout à fait. C'est vrai qu'on était 3e, juste derrière le Nigeria, quand on commence par la queue, si vous voulez, en termes de sécurité. Donc là, c'est quelque chose d'énorme, parce que c'est juste 7 pays en Afrique qui nous battent, 8e sur le nombre de pays africains que nous constituons
il fallait le faire. Et ce n'est pas des chiffres, cela se ressent quand aujourd'hui vous qui avez l'habitude peut-être de fréquenter certains milieux où vous apprenez que les Gaïman ont acheté ci, ont acheté ça. Aujourd'hui, il y a une reconversion à ce niveau. Une reconversion. Oui, il y a une reconversion à ce niveau parce que je connais des gens que l'on doit comme Gaïman qui aujourd'hui quand même ont créé des buvettes, ont créé des bars, ont créé des boutiques et ont commencé par quand même se débrouiller avec les sous qu'ils ont pu trouver à travers ces activités illicites. Et donc c'est une réflexion, c'est une prise de confiance et de conscience parce que les gens se disent que avec ce régime, avec ce gouvernement, il n'y a plus d'espoir en ce qui concerne la cybercriminalité. Il faudrait que nous arrivions quand même à changer, sinon on n'aura pas un lendemain meilleur. Et je crois que c'est déjà quelque chose de bon, de bien à saluer. Et les efforts sont beaucoup plus faits au niveau de la police, même avec les maigres moyens, parce que on constate que en dehors de l'attaque qui s'observe de ce côté où on est derrière les cybercriminels, il y a aujourd'hui un effort qui se fait pour contrôler qui fait quoi sur le net, qui utilise quel appareil sur le net, c'est à quelle fin. Et cela constitue déjà une pression derrière les Gaïman qui aujourd'hui, quand ils veulent même louer des résidences ou bien quand ils veulent même travailler quelque part, ils s'assurent que derrière eux, il n'y a pas de contrôle. Donc je pense que ce qui se fait avec le régime est à saluer. Et si de côté du numérique, nous arrivons quand même à avoir un environnement favorable à l'essor économique, les investisseurs qui vont tenter de venir au Bénin seront rassurés. Parce que quand vous voulez rentrer dans un pays, vous apprenez qu'il n'y a que des Gaïman, il n'y a que des escrocs. Cela fait peur. C'est vrai que ça fait peur et Ange et dit que nous ne sommes qu'au début parce que le gouvernement récemment, on l'a dit sur ce plateau avec vous, a entrepris quand même certains contacts, notamment a entrepris des contacts avec des pays, on va dire, de l'Est européen, l'Estonie notamment, qui a une certaine maturité en la matière. Le bon sera intéressant d'ici 1-2 ans, sans doute. Pourquoi pas? On va viser la première place. Ça ne serait pas trop demandé. Évidemment, vous savez, lorsque par exemple on veut implémenter quelque chose de durable et d'efficace, il faut s'appuyer sur des modèles qui véritablement font écho dans le Conseil des Nations, comme l'Estonie, dont le Bénin a eu la chance d'accueillir la présidente et qui a visité également les structures étatiques qui sont mises en œuvre pour pouvoir impulser le développement de l'économie numérique au Bénin. Et comme je le disais tantôt, il ne pourrait avoir de viabilité, en tout cas de développement de l'économie numérique, si le secteur, l'environnement juridique et l'environnement structurel et tout ce qui va avec n'est pas assaini et qu'il n'y a pas véritablement de garde-fou pour pouvoir permettre aux gens de se sentir en confiance. Et même il y a de cela quelques semaines, la police républicaine a fait écho de certains cybercriminels qui ont été appréhendés. C'est dit que la veille, elle est permanente et donc quiconque pense peut-être que c'est juste un contrôle de routine ou bien c'était pour ces situations dont tout le monde en parle, que cela avait été fait, ceux-là devront certainement se détromper parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement où le numérique fait partie des priorités. Et on ne saurait quand même laisser un environnement comme celui-là où aujourd'hui, pour avoir accès à des services publics, pour avoir accès à des appels d'offres, pour avoir accès à des marchés au niveau qu'il s'agit du ministère des Finances et autres, il faut aller sur des plateformes numériques, laisser cela sans un minimum de garantie, de garde-fou pour empêcher parce qu'aujourd'hui, si on n'en parle pas trop, c'est parce que simplement, pour le moment, ce sont des actes qui sont commis par rapport malencontreusement à l'endroit d'individus. Et n'oubliez pas que le secteur du numérique n'est pas simplement au bénéfice des individus ou bien des simples citoyens. L'administration publique est aujourd'hui numérisée, est aujourd'hui sur les plateformes numériques. Donc, il y va également de l'assainissement, sinon de la bonne mise en œuvre de ces opérations-là, que le secteur soit véritablement sécurisé et que toute personne qui serait tentée de vouloir, par exemple,
vouloir en faire un nid de ce qu'on ne saurait pas, de ce qu'on n'aurait pas souhaité, se rendre compte véritablement qu'à la moindre incantade, il pourrait être appréhendé et mis hors d'état de nuire. Et en termes de modèle, je sais, l'ambition que le Bénin s'est donnée est une ambition, je ne dirais pas, je ne ferai pas de la tautologie en disant qu'elle est trop ambitieuse, parce que lorsqu'on regarde par exemple un pays comme l'Estonie où on voit en Europe et dans le Conseil des Nations son niveau de développement en termes du numérique, et qu'un pays comme le Bénin qui voudrait vise véritablement implémenter, je ne dirais pas ce modèle de développement, c'est assez osé, parce que vous savez, en termes du numérique, il y a non seulement la technologie, mais il y a aussi l'environnement. Et si on se met dans cette logique-là, on peut dire que avoir les bons qui sont en train d'être effectués, certainement, on est sur la bonne lancée, quitte à ce que tout soit véritablement mis en œuvre pour que véritablement le Bénin puisse être ou bien s'affirmer comme cela fait partie de ses ambitions, d'être véritablement une plateforme numérique de l'Afrique, ou bien, et pour le moins qu'on puisse dire, de la sous-région. Kader Achirou, quel serait l'impact d'un tel classement sur le quotidien? Parce qu'on va se demander forcément, de 148e, on se retrouve à 80e, quel impact? L'impact, est-ce que nous observons désormais? C'est que la population sont de plus en plus, je dirais, dans la quiétude. Et que désormais, les gouvernances sont en train de prendre, je dirais, cette lettre de noblesse au Bénin. Firmin a parlé tout à l'heure des investisseurs qui seront plus confiants. Ils vont trouver que le terrain est bien assaini, bien sécurisé. Avant qu'eux viennent d'abord, il faut que nous-mêmes nous soyons déjà en sécurité et dans la confiance. Et que désormais, les opérations en ligne sont de plus en plus sécurisées grâce aussi à l'Office de répression de la cybercriminalité qui a été doté de moyens efficaces pour l'efficience du boulot. Il faut noter également que tout ce qui est fait aujourd'hui à travers la digitalisation des choses permet une certaine transparence dans la gouvernance, permet une certaine crédibilité de la gouvernance, et cela également est à saluer. Outre cela également, ce que nous pouvons noter en dehors de ce qui a été déjà dit, c'est qu'avec ce classement et avec ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le Béninois peut se dire désormais que de chez moi, avec mon smartphone, je peux faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je peux transférer de l'argent de telle personne à telle personne, je peux être au courant de ce qui se passe sur mon compte, des transactions qui sont effectuées sur mon compte. Je ferai par exemple une confidence de ce qu'il y avait un compte que je tenais et qu'on a voulu peut-être vider ce compte-là. C'est grâce au téléphone qu'on a pu savoir, ou j'ai pu savoir que voilà, il y a des opérations frauduleuses qui sont en train d'être menées sur ce compte-là. Si il n'y avait pas ce téléphone, il n'y avait pas ce smartphone, il n'y avait pas cette digitalisation des choses, je ne saurais jamais que voilà, il y a des opérations qui sont en train d'être effectuées. Et quand vous connaissez un peu la sévérité dans laquelle opèrent les cybercriminels, dès qu'ils vous prennent par exemple 50 000 francs CFA et qu'ils savent que vous ne réagissez pas, ils se disent voilà, il a assez de sous, maintenant on passe à 100, dès que vous ne réagissez pas, on parle à 200 et après à 500, et du jour au lendemain vous vous retrouvez avec un compte vide. Et je crois que des réformes ont été mises en œuvre également au niveau de ceux, puisque quand on parle de l'e-gouvernance, quand on parle de la digitalisation des choses, ce sont des hommes qui ont en charge ces choses-là également. On a pris des mesures pour pouvoir, je dirais, contraindre ceux-là également à être beaucoup plus orthodoxes dans leur conduite, dans leur tenue. Et cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rassure les investisseurs quand ils viendront au Bénin de ce que tout ce qu'on aura à faire sera sécurisé. Même si je veux voyager, je peux peut-être ne pas garder de l'argent en poche sur moi de peur de me faire braquer, mais que à travers peut-être le mobile money ou autre service de téléphonie, je peux stocker de l'argent jusqu'à un certain nombre de millions sur mon téléphone. Et donc dès que je sais cela, je peux avoir de l'argent dessus et je peux le faire. Et je dirais, les gouvernances également a permis aussi à nos acteurs, que ce soit politiques ou autres, ou sociaux ou autres, parfois de gérer des paiements à travers, d'effectuer des paiements électroniques. On voit aujourd'hui aussi également dans les supermarchés, des populations qui, sans peut-être garder de l'argent en poche, vont effectuer des achats. Cela aussi contribue à cela, et l'Estonie que le Bénin a pris comme, je dirais, comme exemple, comme modèle, est une référence incontestable d'ailleurs dans le monde. Et donc que cette présidente en vienne
au Bénin en personne, c'est déjà la marque de ce que désormais nous ne sommes plus dans la folklorisation, mais nous sommes dans la concrétisation des choses, dans du concret. Et donc cela est en train de prouver cette preuve. Nous attendons les 2 années à venir pour voir encore quels seront les exploits de ces régimes en place, pour que peut-être en 2021, le peuple pourra aviser de ce que, s'il faut susciter un mandat, même s'il n'est pas demandé, ou peut-être s'il faut remercier, peut-être, je dirais, le chantre de la rupture, le peuple en décidera. Mais pour le moment, le Béninois qui est apolitique doit être fier de ce que des efforts sont en train d'être faits, des prouesses sont en train d'être observées de part et d'autre, comme nous avons à le dire tout à l'heure, et cela est à saluer, non seulement pour le bonheur de la patrie commune, pour le bonheur de la nation béninoise, pour le bonheur de l'économie, mais pour le bonheur également, je dirais, de la postérité. Ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, chers confrères, d'avoir opiné sur ces différents sujets. Merci d'être passé sur ce plateau. Ange Banoin, directeur de rédaction du quotidien L'Actualité. Merci d'être passé. Kader Achiro, journaliste à Usae TV. Merci d'être passé. Et Firmin Soso, journaliste également. Merci d'être passé.